Merci beaucoup d'être venu pour la plénière de cet après-midi. Je m'appelle Beth Clark, directrice de partenariat stratégique à World Education Services, un groupe à but non lucratif dévoué au succès des immigrants, les réfugiés et les étudiants internationaux, connu pour l'évaluation des titres, et c'est comme ça qu'on nous connaît. Nous sommes également connus de travailler dans le développement de la main-d'œuvre, la politique, le plaidoyer et la philanthropie pour aider les nouveaux arrivants à réussir au Canada. Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler avec tellement de personnes et des organisations qui sont dans la salle aujourd'hui. Alors, je suis content de voir tellement de visages que je connais. Nous parlons de la collaboration inclusive pour un impact. Nous reconnaissons ce partenariat et nous savons qu'on ne peut pas être efficace quand on travaille seul. Cela comprend donc les institutions publiques. C'est un groupe qui, dans le secteur, nous oublions parce qu'on travaille en séparation, de façon cloîtrée, et des fois, nous ne savons pas comment collaborer de façon effective avec les institutions publiques. Alors, j'ai l'honneur de modérer ce panel aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui voulaient voir Shamir Shamani, et je suis désolé qu'elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Malheureusement, il y a eu quelqu'un qui est décédé dans la famille, alors je suis de retour et j'espère que je vais pouvoir bien faire cet après-midi. Nous allons entendre aujourd'hui de notre panel sur comment le secteur d'établissement et les institutions publiques puissent mieux travailler ensemble. À titre de logistique, la séance sera jusqu'à 15 heures. Chaque panéliste va présenter pendant jusqu'à 14 minutes. Nous allons essayer de respecter l'heure. Et si vous n'avez pas d'écouteurs pour la traduction, nous avons deux panélistes qui vont présenter en français. On aura les présentations en anglais et en français. Alors, s'il vous plaît, allez-y prendre des écouteurs si vous en avez besoin. Les panélistes aujourd'hui, on a Patricia Garvey de Swiss Programme pour le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et Tammy Menon de l'Université Hearst. J'aime bien son titre. Karen Cumberland, vice-présidente de Strategic Initiatives and Community Outreach, Canadian Centre on Substance Use and Addiction. La séance aujourd'hui est commanditée par l'Institut de la diversité et Future Skills Center, Centre de compétences futures. Un petit message de nos commanditaires. Alors, allons-y avec la vidéo. Merci. Eh bien, j'ai déjà échoué en tant que modératrice parce que je n'ai pas présenté Brady. Alors, Brady Schnell, agent de conseiller. Alors, désolé de vous d'avoir oublié. Alors, soumettez vos questions sur Slido parce que nous allons avoir un peu de temps à la fin pour répondre à vos questions et nous aimerions donc avoir assez de temps. Alors, maintenant, Patricia Garvey qui va commencer. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette plénière.
Donc, nous allons parler aujourd'hui de la collaboration entre les services TE, donc les services d'accueil et d'établissement des familles nouvellement arrivées au Canada, et le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Pour faire une mise en contexte, notre Conseil scolaire francophone existe depuis 1995. On a 47 écoles partout dans la province. Une école virtuelle et à peu près autour de 6400 élèves, et je pense qu'il y en a un petit peu plus parce qu'on en reçoit tous les jours dans nos écoles encore actuellement. Je ne passerai pas à travers tous les programmes, c'est une école publique qui va de la maternelle à la 12e année. Nos élèves, qui sont-ils? Ce sont des élèves qui viennent de partout. C'est vraiment notre richesse aussi, des élèves francophones de pays francophones, mais aussi des élèves qui viennent de provinces francophones, donc des familles qui arrivent de pays autres que francophones, mais qui sont, leur point d'arrivée était dans une province francophone et ils sont allés à l'école en français. Donc leur migration dans l'Ouest fait qu'ils ont accès à nos écoles. La francophonie, c'est vraiment en Colombie-Britannique, est vraiment la francophonie rassemble tout le monde ici. Et je pense que notre grande diversité fait cette richesse. Et les immigrants qui arrivent ici retrouvent une belle communauté francophone avec beaucoup de services à l'extérieur, plus d'une quarantaine d'organismes francophones dans toute la province. Et aussi un seul scolaire francophone, mais il existe, donc on est fiers de ça. Et c'est vraiment un atout pour nous. Donc, nos services s'articulent dans l'école. Donc, les services TE, ce sont donc, comme vous connaissez, je pense que je parle à mes amis dans la salle, le secteur d'établissement, des travailleurs d'établissement dans les écoles. Nous avons plusieurs types d'emplois, mais les deux qui sont vraiment importants, c'est les intervenants de famille qui vont s'occuper des familles et des élèves du primaire, et des intervenants de jeunesse qui s'occupent des adolescents et qui font des activités avec eux, comme des groupes de soutien pour les jeunes. Et on a aussi du leadership, du par et du pour les ados dans les écoles. Nous sommes financés évidemment par IRCC, on les remercie, et j'aimerais que ces services deviennent des services essentiels. Ce serait vraiment bien. Nos écoles sont vraiment partout dans la province. Comme vous voyez, c'est un grand territoire. On donne des services dans le Grand Vancouver avec des permanences dans les écoles, où c'est là où il y a le plus d'immigrants, donc il y aura beaucoup plus de services en personne. Mais on dessert aussi toutes les écoles, finalement. S'il y a une famille immigrante qui arrive dans le Nord, à ce moment-là, on va faire beaucoup de Zoom, beaucoup de rencontres virtuelles, de rencontrer aussi l'équipe de l'école pour aussi leur parler de tout ce qui est interculturel et de les soutenir par rapport à l'accueil. Et toutes ces belles connexions qu'on a fait avec la communauté francophone, on essaie tout de suite de connecter nos familles avec les associations locales francophones ou les services locaux francophones. Donc, nos composantes vous connaissez nos composantes du programme, ça ressemble certainement au vôtre. Je vais mettre l'emphase sur l'évaluation des besoins. On a à peu près, je dirais, de nombre d'élèves et de familles qui arrivent dans nos écoles. 60% sont des familles très vulnérables. Donc, l'évaluation des besoins est vraiment importante. Elle se fait dès l'arrivée à l'école, ce qui est un plus pour nous. L'école est un ancrage, donc les familles arrivent et tout de suite, on peut les connecter et les soutenir dans leur parcours d'intégration francophone. On va aussi donc faire beaucoup d'informations, orientation, des connexions communautaires, comme je disais, de les connecter à la collectivité au sens large, pas juste francophone, mais aussi anglophone. Nos services de soutien sont très adaptés. Nos écoles étant régionales, on a vraiment cette capacité de pouvoir faire un service à la carte. Chaque famille est unique, leur parcours d'immigration est unique et on va vraiment les rencontrer beaucoup plus un à un. Donc, une école régionale veut dire que la famille peut habiter à 40 minutes d'autobus, par exemple. Donc, c'est très difficile pour nous de regrouper les parents ensemble pour faire des sessions de groupe. On en fait quelques-unes, mais c'est beaucoup du 1 à 1, ce qui est une richesse aussi. Donc, on parle aussi d'aide à l'emploi, un tout petit peu, on n'a pas un gros contrat pour ça, c'est vraiment pour les adolescents qui ont besoin de trouver un petit boulot pour l'été ou le week-end. Donc ça, on réussit très bien avec ça. Et qu'est-ce qu'on veut, évidemment, c'est que nos clients reçoivent une information qui est appropriée à leurs besoins, qui se sentent appuyés dans le parcours d'immigration et de s'adapter aussi dans leur nouvel environnement.
qu'ils établissent vraiment des liens intéressants dans toute la collectivité qui les entoure. Ils participent évidemment à la vie scolaire, ça va être notre gros mandat, puis vous le savez, ceux qui travaillent dans les écoles, c'est vraiment le mandat d'intégrer les familles à comprendre le système scolaire et de se servir de ce point, comme je disais tout à l'heure, d'ancrage pour vraiment les référer à tous les services autour de la province. On veut qu'ils se familiarisent avec la vie au Canada, je ne vous apprends rien là-dessus, mais ce qui est vraiment important pour notre communauté en milieu minoritaire, c'est vraiment leur contribution. Toutes les familles immigrantes francophones rendent de cette communauté encore plus vivante, encore plus... elle nourrit beaucoup la communauté d'accueil francophone, donc c'est vraiment très vital. Donc, nos services intégrés dans les écoles, comme on est là pour parler un petit peu de comment ça s'articule dans les écoles, c'est qu'on travaille vraiment donc dans les écoles tout le temps et ça s'articule vraiment avec des belles collaborations. Je dois vous dire que ça a pris du temps, ça fait 17 ans qu'on existe dans les écoles, donc ça a pris du temps avant que les gens comprennent notre travail, acceptent qu'on soit autour de la table aussi, donc maintenant je veux dire qu'on est vraiment établi et c'est vraiment bien. On garde toujours au cœur de nos actions les élèves et les parents. Donc oui, il y a le côté élève, mais le parent aussi vraiment important dans les écoles. On collabore avec le personnel de l'école et du conseil en fonction des besoins des élèves et des familles. On parle toujours du pont entre la communauté et l'école. Et vraiment encore plus important pour nous parce que le fait que les écoles sont régionales, les parents sont isolés, ils n'ont pas la chance de venir tous les jours à l'école, d'amener leurs enfants, de rencontrer d'autres parents. Donc, vraiment qu'on se déplace vers eux pour les amener à l'école, c'est vraiment important. On fait beaucoup d'accompagnement d'ailleurs au début pour leur permettre de vraiment connaître comment même arriver à l'école en autobus, si ça doit être ça, ou de rencontrer d'autres familles. On a des rencontres régulières avec les membres de l'équipe école. Donc, l'équipe école, dans notre province, tous les services spécialisés sont intégrés à l'école, donc que ce soit l'orthopédagogie, l'orthophonie, les conseillers. Donc, on va toujours, si on parle des élèves TE, on va être autour de la table. Et je pense que c'est vraiment important parce qu'on amène un bout du casse-tête qui va parler de la situation familiale, de ce qu'on peut partager suivant ce que la famille nous autorise de partager, mais ça amène peut-être une lentille un petit peu différente et il y a toujours ce côté très bienveillant pour nous de s'assurer que nos élèves, on les appelle nos élèves, on les protège beaucoup, reçoivent vraiment tous les services qu'ils ont droit à l'école. On participe aussi à l'élaboration des plans de soutien ou des plans d'apprentissage et ça peut être vraiment important pour trouver des organismes ou du soutien à l'externe. Donc, si un enfant a des problèmes et on a besoin de trouver un conseiller ou un thérapeute ou du tutorat et de trouver le financement pour aider la famille, on va vraiment travailler avec la communauté là-dessus. On va aussi faire des activités, on va nous donner aussi tout ce qui est communication pour qu'on puisse préparer les parents. Je dis toujours, si vous arrivez, vous recevez un mémo, vous êtes nouveau, vous êtes réfugié, vous arrivez dans une école et vous recevez un mémo qui dit alors nous allons avoir une journée pyjama dans le gymnase et on va manger du popcorn. Donc je pense que même moi en tant que Française, je n'aurais pas compris ce que ça veut dire parce que ça n'existe pas, c'est vraiment c'est la culture nord-américaine. Donc important d'expliquer aux parents. Des choses qui sont un peu plus complexes à expliquer, c'est vraiment par exemple, des camps de leadership. Votre enfant va partir 3 jours en camp dans une cabane dans les bois. Il y aura peut-être des ours qui seront autour, mais on va bien s'occuper de vous, ne vous inquiétez pas. Donc, toujours d'avoir une approche par rapport au trauma. Nos familles qui ont vécu dans les camps de réfugiés ont beaucoup de la difficulté à se séparer de leurs enfants ou de les envoyer dans des camps de leadership. Ça amène en fait des déclencheurs aussi. Donc, je pense que notre richesse et notre force, c'est de s'adapter à la famille et où ils en sont. Donc, si ce n'est pas pour cette année, on ne va pas pousser non plus. On veut que la famille soit vraiment à l'aise. Et une fois qu'ils sont installés, qu'ils voient comment ça se passe autour d'eux, ils vont certainement l'année suivante apprécier de pouvoir faire des activités autres que de rester à la maison. On accompagne aussi les parents à travers tout le processus qui peut être des fois des évaluations psychoéducatives, par exemple, tout ce qui est santé mentale, tout ce qui est réflexion pour le bien-être, se poser des questions, de quoi on a besoin, surtout avec nos adolescents.
pas très facile, on a des situations critiques où on a besoin que les parents comprennent que si leur enfant est suicidaire, il faut vraiment qu'on aille chercher de l'aide. Et ça demande beaucoup de travail de la part de tous. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait au niveau de l'école. Je ne sais pas mon temps, mais je continue. Alors, ce qui fonctionne bien, comme je disais, c'est que le fait que l'école soit l'ancrage, dès l'inscription et des fois avant l'inscription, parce que nos collègues de la communauté vont nous téléphoner pour nous dire on a une famille qui a besoin de s'inscrire à votre école, on va faire l'accueil. Et l'accueil, c'est important à tous les niveaux et partout dans l'école. Donc, de vraiment accueillir cette famille. Les permanences qu'on a dans les écoles, donc si on travaille 5 jours dans la même école, c'est vraiment bien parce que la personne va être sur place. Ils vont pouvoir venir quand ils veulent. Le personnel scolaire aussi comprend qu'on est tout le temps là, donc ils peuvent venir nous poser des questions. Moi, quand je travaillais dans les écoles, avant de devenir cadre, je faisais le tour de tous les enseignants le matin à 8 heures, le matin avant que les classes commencent, pour savoir comment ça se passe avec tel ou tel. Et ça aide vraiment de rendre cette école beaucoup plus bienveillante par rapport à nos élèves. Donc, j'ai parlé déjà du soutien complet et personnalisé. On revendique beaucoup. Je pense qu'on est tous dans la salle des gens qui revendiquent pour des droits et on parle d'antiracisme. On veut que les gens prennent conscience de leurs préjugés. J'aime beaucoup cette image qui dit curiosité, in English, curiosity over judgment. En français, curiosité à la place de jugement. Et je pense que c'est d'être curieux. Nos services directs sont individualisés et adaptés aux clients, évidemment. On a le fait de faire partie de cette équipe scolaire. On a accès à toutes les plateformes technologiques qui nous permettent aussi d'aider les familles à comprendre ces plateformes. Donc, on a accès aux bulletins, on peut leur montrer comment aller chercher les bulletins. On a accès à comment trouver les devoirs. Vous savez, tout est devenu tellement technologique, c'est vraiment un problème pour la plupart des familles qui arrivent. Donc, de pouvoir les accompagner à ce niveau-là, c'est vraiment important. Ensuite, nous parlons beaucoup de communication interculturelle. Les enseignants me demandent souvent j'aimerais savoir, tel enfant vient de tel pays, qu'est-ce que tu connais? Et je lui dis, moi, je ne suis pas une encyclopédie du monde. Posez des questions. C'est la seule façon de connaître un enfant, c'est de poser des questions. Puis ça peut commencer par comment était ton école. Et je pense que souvent, les enseignants ou le personnel scolaire est très intimidé par rapport à ça, de ne pas comprendre d'où les gens viennent. Et autant pour les parents que pour les jeunes, je pense que c'est vraiment d'être curieux. Et de faire peut-être quelque chose dans la salle de classe, de dire il y a des écoles qui sont différentes dans le monde, allons-y. Donc de garder cette curiosité, c'est vraiment important. On fait quand même beaucoup de sensibilisation avec des présentations en début d'année à tout le personnel scolaire de nos services, que ce soit les directions, que ce soit le personnel de soutien, les nouveaux enseignants aussi. On continue à collaborer pour toute rencontre, même pour les élèves du secondaire. Souvent, on a des jeunes qui vont venir nous voir et qui ne sont pas à l'aise d'aller parler avec des enseignants. Donc, on va les accompagner, puis faire du coaching ensuite pour les aider avec ça. De même pour les parents. C'est de questionner des choses de l'école, ce n'est pas forcément dans la culture des familles qui arrivent. Donc, l'école était une entité séparée de leur vie, les enfants allaient à l'école, puis c'est tout. Alors que nous, on veut vraiment qu'ils participent à la vie active de leurs enfants, puis qu'ils s'intéressent à ce qui se passe dans l'école. Et le soutien au personnel, donc tout ce qui est communication, on a souvent des enseignants qui nous disent, en fait, ils ne répondent pas à mes courriels. Donc, je leur dis, peut-être qu'il faudrait prendre le téléphone. Cette famille, il faut communiquer avec eux. Les courriels, c'est vraiment difficile, ils n'ont peut-être pas d'Internet à la maison, ils n'ont peut-être pas d'ordinateur. Et donc, c'est vraiment important pour eux de trouver une façon de connecter, et c'est ce que j'encourage le plus, c'est vraiment de rencontrer les familles et de commencer à discuter avec eux. Que ce ne soit pas toujours les intervenants qui fassent le pont entre les deux. On a une approche très holistique et on donne vraiment une voix à nos familles. Puis je vais vous laisser sur la dernière image, puis je vais vous laisser la lire parce que je pense que c'est une réflexion qui est intéressante. Merci beaucoup. Anthony, la place est à toi. I'm going to wait for my slides to come up. Alors, je vais juste attendre à ce qu'on affiche mes diapositives. En attendant, bonjour tout le monde. Premièrement, c'est un privilège pour moi de pouvoir parler devant autant de personnes
de partout au pays et qui œuvrent dans divers domaines. So first, it's a privilege for me to talk. C'est un grand privilège de pouvoir parler devant tellement de gens de par le pays qui travaillent dans différents secteurs. Aujourd'hui, je vais parler de la collaboration entre l'Université de Hearst et puis le secteur de l'établissement. Je voulais commencer par faire une mise en contexte afin un peu de... Un petit peu... Clicker! Ah! J'ai une mise en contexte à faire parce que nos organismes, donc les organismes que je représente aujourd'hui, sont un peu difficiles à saisir. Même moi, je me mélange souvent. Mais je vais commencer par parler de qui je suis. Comme ça, vous allez mieux comprendre l'environnement dans lequel on œuvre. Alors, qui je suis? Moi, c'est Anthony Miron. Je viens de Hearst, dans le nord de l'Ontario. À main levée, qui a déjà visité Hearst? Hey, je vois plus de mains que je pensais, à peu près 10. Peut-être même un petit peu plus. OK. Donc, Hearst, dans le nord de l'Ontario, pour vous donner une petite idée de où on est sur la carte. Tiens, voici une carte des points principaux qu'on connaît en Ontario, Toronto et puis Ottawa. Et puis, pour afficher Hearst, j'ai besoin d'un petit peu plus d'espace. Voilà. Alors ça, c'est Hearst comparé à Toronto et Ottawa. Pour vous donner une petite idée, c'est à 10 heures de route de Toronto, 10 heures de route d'Ottawa. Et puis, à l'est et à l'ouest, c'est 12 heures de route de Winnipeg, 12 heures de route de Montréal, pour vous donner une petite idée. Qu'est-ce qui distingue le nord de l'Ontario du reste de la province? Bien, j'ai noté quelques points ici. Premièrement, l'éloignement des grands centres. Je viens d'en parler avec ma petite carte. Ensuite, on est une région francophone en situation minoritaire. À titre de référence, Hearst, on parle de 5 000 personnes, pas 5 000 personnes de population, oui, ça je vais revenir, mais on parle de 90 % de francophones à Hearst, ce qui est beaucoup, dans une province où il y a environ 11 % de personnes qui peuvent soutenir une conversation en français. Donc ça nous distingue un petit peu dans le nord de l'Ontario. Et puis, je parlais de petite population. Oui, Hearst, 5 000 personnes. Ça fait en sorte que moins de services, moins d'organismes, moins d'organisations. On doit, au niveau individuel, être un peu généraliste. Souvent, on va voir que les gens que vous rencontrez dans le Nord portent plusieurs chapeaux. Et même moi, ça m'arrive de porter plusieurs chapeaux. J'ai essayé de les amener aujourd'hui, mais je me suis dit, ça coûte trop cher de valise, puis je n'ai pas le sens de l'équilibre comme ça. Maintenant, quelle organisation est-ce que je représente aujourd'hui? Premièrement, l'Université de Hearst. Qu'est-ce que c'est l'Université de Hearst? Je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais essayer de me limiter à une diapo ici. On est une université dans le nord de l'Ontario avec 3 campus, donc Hearst, Kapuskasing et puis Timmins. On a des petites classes parce que notre bassin d'étudiants locaux de l'Ontario est plus bas que, disons, ailleurs en province. Pour vous donner une idée, on parle de maximum 25 étudiants par classe. Et puis, je vais vous parler de notre réforme de 2014. Pour travailler envers notre pérennité, on a changé la structure des cours. Donc, on a des cours en bloc. C'est un cours à la fois pendant 3 semaines. Donc, on a essayé de se distinguer ainsi. On offre des opportunités d'apprentissage expérientiel via des stages obligatoires dans tous nos programmes. Et puis, notre ouverture vers l'international se caractérise via notre recrutement dans les pays où on parle le français. Et puis, en 2014, on a activé notre machine de recrutement en Europe et puis en Afrique. Et puis, c'est surtout en Afrique de l'Ouest où on a eu le plus de succès. Alors, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, RDC, donc c'est de là que proviennent la majorité de nos étudiants de l'international. Voici un petit graphique qui montre notre croissance du nombre d'étudiants de l'international. On voit qu'on part d'à peu près 0 en 2014 et on monte pratiquement chaque année. Donc, c'est quand même impressionnant. Sauf en 2020, il est arrivé un petit quelque chose au printemps. Je m'en souviens plus trop, là. Maintenant, je représente, oui, l'Université de Hearst, mais aussi le groupe Innovanor. Le groupe Innovanor, c'est un organisme à but non lucratif, une corporation distincte de l'Université de Hearst, mais vous allez voir, il y a des parallèles entre les deux. Alors, la mission du groupe, c'est d'offrir des services pertinents à nos communautés du nord-est de l'Ontario dans des domaines liés au programme d'études de l'Université de Hearst. Le groupe Innovanor, c'est le parapluie qui regroupe les différents centres d'intégration des acquis de l'université. Donc ça, ce sont des endroits où les étudiants de l'Université de Hearst peuvent faire leur stage, par exemple dans le domaine du développement économique et communautaire via le CRIDEC, dans le domaine de la psychologie, donc l'intervention et l'évaluation psychosociale via le Centre Label, et le domaine du patrimoine archivistique via le Centre d'archives. Sous le CRIDEC, un de nos projets, c'est
la gestion des services d'établissement du nord-est de l'Ontario. Donc, oui, on a des services d'établissement dans le nord-est de l'Ontario, plus précisément entre Hearst et Smooth Rock Falls depuis 2020. Et ce projet-là est né des corporations de développement économique de la région qui se sont regroupées et se sont dit on n'a pas beaucoup de services en immigration, voire on n'en a pas dans cette région-là. On doit faire quelque chose. Et puis, le CRIDEC s'est assis, on a rédigé une demande de subvention à IRCC et puis on est reconnaissant d'avoir obtenu les fonds pour la gestion des services d'établissement. Là, j'ai terminé ma mise en contexte. Finalement, je réalise que c'était quand même assez long. Je suis rendu à la question à laquelle on me demande de répondre. Comment est-ce que l'Université de Hearst collabore avec le secteur de l'établissement? On voit que l'Université de Hearst dessert les étudiants internationaux et puis les services d'établissement du nord-est de l'Ontario desservent les résidents permanents et réfugiés. Ce n'est pas la vision qu'on avait au début, parce qu'au début, en tant qu'université, on se disait, bien, on veut qu'il y ait des services d'établissement qui puissent offrir des services d'accueil et d'intégration à nos étudiants, parce que la majorité arrive de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, je peux vous raconter une petite histoire personnelle. Là. Quand moi et ma femme, on est allés chercher un des étudiants à l'aéroport de Timmins, pendant la route de 3 heures pour l'amener à Hearst, il nous parlait de l'hiver chez lui et il nous disait qu'il faisait en moyenne 18 degrés l'hiver au Sénégal. On lui a dit qu'il n'était pas prêt, là. Il n'était pas prêt à ce qu'il allait s'en venir. Puis, donc, tout ça pour dire qu'on voulait offrir des services d'établissement aux étudiants de l'Université de Hearst, mais on a découvert à travers notre chemin que ces étudiants-là n'étaient pas éligibles aux services d'établissement financés par IRCC. Alors, à première vue, les clientèles des deux organismes c'est pas cohérent, donc ils ne sont pas sur le même chemin. Je vais retrouver le petit mot que j'avais trouvé pour ça, là. Ah, voilà, ne sont pas compatibles, aussi simple que ça. Et puis, on se disait, OK, ça n'a pas de sens qu'on travaille en silo, chacun de notre côté en parallèle, pour œuvrer dans le domaine de l'immigration, dans le nord-est de l'Ontario, dans nos petites communautés, sans travailler ensemble. Il faut collaborer d'une façon ou d'une autre. J'ai fait un petit nuage de mots à la prochaine page qui illustre un petit peu les efforts de collaboration entre les deux organismes. Alors voilà. En d'autres mots, avec le temps, on a découvert qu'il y a plein de façons de collaborer. Et puis, j'ai noté 6 types de collaboration entre nos deux organismes. Alors, les voilà ici. Je vais passer peut-être un à un en donnant des exemples le plus concrets que je peux. Premièrement, la co-organisation d'événements pour les étudiants de l'université et pour les clients des services d'établissement. Ici, on parle, par exemple, de co-organisation d'ateliers à leur intention, par exemple, sur les rapports d'impôts, les prestations gouvernementales quelconques. Il y a des choses qui ne changent pas d'une clientèle à l'autre. Ensuite, des ateliers portant sur le parcours vers la résidence permanente et la citoyenneté. Des soirées musicales interculturelles, des soirées avec des repas, des échanges à saveur internationale. Donc ça s'est avéré très populaire et ça a bien fonctionné pour réunir des gens ensemble. Ensuite, des ateliers qui portent sur l'hiver dans le nord de l'Ontario, la préparation à l'hiver. Donc ça, c'est commun à toutes les clientèles, disons, qui arrivent chez nous. Activités d'initiation au patin sur glace, activités de glissade sur la neige et puis feu de camp et tout ça. Et aussi, je voulais noter, tiens, je vais le montrer une photo à la prochaine page, voilà. L'activité chez nous, c'est chez vous, que vous connaissez peut-être, qui est chapeautée par le réseau de soutien à l'immigration du nord de l'Ontario, donc l'équipe qui est juste assise ici, Thomas et Marie-Josée, qui ont organisé la 2e édition cette année. Et on voit sur cette photo-là, il y a des clients des services d'établissement et des étudiants de l'Université de Hearst. C'est un gros succès à chaque fois que c'est organisé. Dans le fond, c'est une initiation au camping via des activités d'excursion en canot, dans la forêt, des ateliers de survie en forêt, des jeux pour les enfants et tout ça. Et puis ça, c'est quelque chose de gros dans notre région. La prochaine photo, c'est un autre exemple ici d'une activité commune entre les services d'établissement et les étudiants de l'Université de Hearst. Activité d'initiation au ski de fond, donc il faut profiter de l'hiver le plus qu'on peut. Et vous êtes chanceux, sur cette photo-là, tout le monde est debout. OK, co-organisation d'événements maintenant pour les employeurs. On a monté ensemble toutes sortes de présentations, par exemple une présentation pour démystifier les statuts d'immigration. Nos employeurs dans nos régions embauchent des gens de l'international et puis ne comprennent pas vraiment la différence entre les différents statuts, donc on voulait démystifier ça. Et puis on a monté ensemble aussi une formation individuelle aux employeurs pour parler de la diversité culturelle en milieu de travail. Co-organisation d'événements pour la communauté. On participe à des kiosques ensemble au lieu de dédoubler les efforts.
soirées musicales, soirées de cuisine, préparation de repas africains à la Warm Belly Kitchen à Kapuskasing où nos amis ont participé aussi. Et puis la prochaine photo que je voulais montrer ici, spectacle du chœur, donc de la chorale Africana, donc Afrique Canada. Ils ont regroupé ça ensemble pour faire le nom Africana. Ça, ce sont des diplômés de l'Université de Hearst qui sont maintenant clients des services d'établissement et puis des étudiants actuels qui proviennent de l'Afrique de l'Ouest et qui ont formé une chorale. Et puis, à cet événement ici, il y avait l'opportunité de recueillir des dons pour le programme d'étudiants réfugiés de l'Université de Hearst. Ensuite, via l'apprentissage expérientiel, on travaille ensemble pour offrir des stages pour les étudiants de l'Université de Hearst dans les services d'établissement pour offrir de l'aide aux services directs et puis aux activités communautaires. Partage de ressources entre les deux organisations, que ce soit des formations sur les particularités du marché du travail, sur les compétences culturelles, partage de politiques et de procédures également. Service direct, bien celui-là, il est facile. Si les étudiants de l'Université de Hearst, il y en a qui détiennent leur résidence permanente ou leur statut de réfugié, bien, les services d'établissement peuvent les desservir. Ensuite, appui pour des initiatives régionales. On siège souvent sur les mêmes comités, que ce soit avec le Réseau du Nord, que ce soit Vibrer dans le Nord à Kapuskasing, où on privilégie les activités communautaires, que ce soit la collaboration à l'échelle régionale avec les foires d'emploi et tout ça. Donc, on travaille souvent ensemble. Et puis, d'autres collaborations. Le groupe Innovanor offre des services d'évaluation TEF aux étudiants de l'Université de Hearst. On a un partage d'espace, partage de services d'informatique, services de finances. Donc, on est vraiment dans la même boîte, mais séparés. Donc, on essaie de travailler ensemble le plus possible. Puis, encore une fois, je voulais noter la collaboration avec le RIF du Nord. On est vraiment un genre de triangle entre nos trois organismes. Donc, services d'établissement, Université de Hearst, le Réseau du Nord. On essaie de travailler ensemble le plus possible. Pour ne pas dédoubler les ressources, mais aussi pour profiter de chacun de nos expertises et nos réseaux. Petite note par rapport aux défis liés à la collaboration avec le secteur de l'établissement. Alors, j'en avais noté 3 ici. Premièrement, l'admissibilité des étudiants de l'Université de Hearst, donc qui ne sont pas éligibles au service d'établissement. Ensuite, la compétition pour l'obtention de logements. On est dans des petites communautés, on a une pénurie d'appartements, donc des fois, on se bat pour les mêmes ressources. Et puis, finalement, la confusion entre nos organismes aux yeux du public. Donc, même moi, je me mélange souvent quand je présente nos organismes. Une pratique prometteuse qui s'en vient, c'est le programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Alors ça, c'est IRCC qui avait identifié notre université comme étant un établissement qui pourrait potentiellement jouer un rôle dans cette initiative-là. Et puis, ce qui a facilité notre approbation auprès d'IRCC, c'est le côté organique de nos deux organisations. On est dans la même famille et puis notre proximité avec les services d'établissement. Je voulais terminer en disant qu'on n'a pas vraiment le choix dans le Nord de l'Ontario de collaborer avec les autres organismes. Parce qu'on est proche de ces personnes-là et on les voit à l'épicerie à toutes les semaines, disons. Et puis, le succès de chacune de nos organisations dépend de ces partenariats-là, de ces collaborations-là. Encore une fois, il n'y a pas tous les services, toutes les gammes de services qui sont offerts. Et puis, c'est ça, j'espère que cette présentation-là, même si elle était très courte et que j'ai été rapidement, et puis que je l'ai faite en français, c'est peut-être pas tout le monde qui a compris toutes les nuances, mais j'espère que ça vous aura inspiré à travailler ensemble, collaborer avec les partenaires qui vous entourent, parce que selon moi, et puis selon l'Université de Hearst, c'est ensemble qu'on peut repenser son univers, puis ça donne que c'est le slogan de l'Université de Hearst. C'est une belle coïncidence que je finis avec ça. Merci beaucoup pour votre attention. Merci aux organisateurs de l'événement d'avoir pensé à nous. Même si on est rural, même si on est éloigné, on a des choses à partager, on ne veut pas rester caché. Et puis finalement, merci aux interprètes de me permettre de parler en français aujourd'hui. Merci. Brady is next. Merci, nous avons Grady. Merci, Anthony. Bonjour à tous. Bonjour, je m'appelle Brady Chania. Je suis l'agent de développement économique dans ma ville. Merci à l'hôte et aux bénévoles, surtout vous, chers panélistes et chers organisateurs, pour avoir rendu ma première conférence VVP une très bonne expérience. Je suis
Ravie d'être ici dans la côte ouest. J'ai beaucoup de familles sur la ville de Vancouver et aussi à Nanaimo. J'ai de la famille à Squamish ainsi qu'à Whistler. Mais moi, je suis un visiteur ici. Je suis née et j'ai été élevée en Alberta. J'ai passé la plupart de mon enfance dans des petites collectivités, moins de 5000 personnes. Et j'ai travaillé dans des gouvernements locaux et municipaux pendant plus de 10 ans. Depuis 2019, c'était mon plaisir de travailler étroitement avec les services desservant les immigrants, par exemple Lethbridge et Medicine Hat. Les projets pilotes tels qu'IRCC, le programme pilote sur l'immigration rurale et nordique et aussi le renouvellement rural de l'Alberta ont donné lieu au fait que les gouvernements locaux ont pu travailler plus étroitement les services d'établissement. J'ai travaillé dans les Clarkson pendant plus de 3 ans et maintenant je suis responsable de mettre en œuvre le parcours de la région rurale de l'Alberta. J'ai hâte d'attendre l'annonce sur le projet pilote sur l'immigration en région rurale. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à les partager avec moi. Maintenant, je vis et je travaille dans la ville de Medicine Hat, dans le sud-est de l'Alberta. Et cette fois, j'ai pu prendre un vol de l'aéroport régional de Medicine Hat et ça vous prendra sinon 15 heures si vous deviez conduire de Vancouver au sud-ouest de l'Ontario. Mais j'ai fait ce voyage à plusieurs reprises d'ailleurs. Medicine Hat est situé sur le territoire du traité 7 territoire traditionnel des Stoney Nakoda, Tsuut'ina, Ojibwa et d'autres nations. C'est le chez-soi de la nation des Métis. C'est le plus grand de son genre au monde et il y a aussi un site archéologique sacré qui est le plus grand du monde. Avec 330 jours de soleil, Medicine Hat est la ville la plus ensoleillée du Canada. Récemment, le Living Wage Network a dit que Medicine Hat est la ville la plus abordable de l'Alberta. Vous pouvez acheter une maison à Medicine Hat pour moins de 400 000 $, savez-vous? Wow! Et c'était cette étape marquante de ma vie qui m'a aidé à réaliser quelque chose d'important. De bonnes clôtures font de bons voisins. Et cela vient d'un poème de Robert Frost qui explique le concept des limites humaines et de l'interaction. Des bonnes clôtures font de bons voisins veut dire qu'avoir des limites qui soient saines peut contribuer à maintenir de bonnes relations, des limites psychologiques, physiques, émotionnelles et autres, mais que les clôtures peuvent protéger les relations et aussi équilibrer cela avec l'ouverture et la communication. Regardez cette photo. Je pense que ça fait longtemps qu'elle est là. Est-ce que vous voulez peut-être sonner la porte? Pas moi. Si nous traversions la porte et que nous parlions au personnel et que nous soumettions les documents, vous allez peut-être obtenir une réunion en 2 à 3 semaines. C'est peut-être la perception du fait de travailler avec le gouvernement. Mais bon, non, je plaisante. Le gouvernement, ça va toujours. Mais lorsque nous examinons ce mur, on peut s'attendre à une culture formelle, des procédures fixes et s'il n'y a pas de procédure, vous allez devoir vous heurter à plusieurs niveaux d'appropriation. Avec un temps très long, il faut attendre. Vous pouvez... on a vu des changements politiques récents qui vont affecter la perception du public. Donc, il faut trouver des points communs avec le propriétaire de ce mur, mais ça peut être difficile. Il faut peut-être commencer avec un signe de bienvenue. Bon, ça, c'est un peu plus approchable. La porte est ouverte. Je pense que si on sonne la porte, les personnes nous inviteraient. On voit un paysage diversifié. J'ai l'impression que c'est un endroit où on peut passer le week-end même. Cette perception, l'expérience qu'on a avec les services d'établissement. On s'attend à une culture moins formelle, plus de personnalisation, considération pour les besoins personnels. Bâtir les relations fait partie intégrante du processus. Mais cette clôture n'est pas sans barrière non plus. C'est toujours une clôture. Il y a d'autres problèmes tels que la conformité, l'admissibilité et d'autres enjeux. Il y a peut-être un personnel limité sur la demande et
il faut être prêt à sacrifier votre temps personnel pour desservir vos clients. Dans mon expérience, la confidentialité des clients pour de créer des rapports peut être un défi. Cela veut dire que le soutien individuel n'est pas peut-être aligné au propriétaire de l'autre mur qu'on a vu tout à l'heure. Sorry about that. So, how can we make progress? Comment réaliser des progrès tout en évitant la honte, l'embarras? Eh bien, l'engagement public, un sondage ou un recensement public, utiliser les recherches et les données, utiliser des résultats axés sur les données. On se pose toujours la question, quels sont les résultats escomptés? Communication régulière avec d'autres collectivités, des champions de d'autres collectivités et dans les plus petites collectivités, vous pouvez vous engager avec les élus de façon plus informelle et ça peut être une façon efficace de commencer la conversation, de vous faire présenter dans le cercle gouvernemental. Présenter une solution qui soit alignée avec le gouvernement. Prenez le temps d'apprendre la mission, les priorités, la vision, les valeurs et le plan stratégique des gouvernements. Établir des réunions fréquentes et établir des canaux de communication un peu partout peut mener à une relation plus fructueuse dans le long terme. Je veux partager un exemple ici qui est mais cher. Claresholm est une collectivité en Alberta avec une très petite population. Louise McKinney est la première femme qui était dans l'Assemblée législative de l'Angleterre. Elle venait de l'Alberta et elle est née et a grandi à Claresholm. C'est un carrefour pour les autres collectivités aux alentours. Elle travaille avec les sociétés catholiques d'immigration de l'Alberta. Et nous avons pu créer quelque chose qui était uniquement Claresholm. Welcoming Claresholm, c'est plus qu'une marque. Il s'agit maintenant d'un comité de bénévoles, d'un engagement de la collectivité de se diversifier en matière de DEI. Et cela fait partie aussi de la Journée du Canada et de soutenir et les sources de soutien pour les nouveaux arrivants. En 2022, les développeurs économiques de l'Alberta ont reconnu que Welcoming Claresholm est une initiative qui est récipiendaire de prix. Notre gouvernement local, nous avons la motivation de soutenir nos employeurs et de faire croître la communauté. Nous avons investi dans un agent de développement économique. Mon rôle, c'était le début de discussion. Pas chaque collectivité aura la possibilité de développement économique. Peut-être qu'il y a parfois des chambres de commerce. C'est un endroit où vous pouvez commencer des conversations dans les petites villes. Il y a aussi une chambre de commerce au nord, ici même à BC, dans la ville de Vernon. La ville avait une capacité existante et des relations avec la communauté. Nous avons des élus et un personnel. Nous avons aussi un endroit de réunion où vous pouviez aussi louer des équipements pour avoir des réunions en ligne, ce qui était très utile pendant la pandémie. Service d'établissement avait le désir de soutenir les nouveaux arrivants et d'élargir la portée de leurs offres de services. L'Immigration Society a établi des programmes de rayonnement rural. Ils avaient aussi Ricardo Morales, qui était une porte vers notre partenariat. Le CCAF a fourni un soutien pour le projet pilote de l'immigration vers le Nord et ils ont aussi fourni un soutien pour les demandes de CCAF pour des subventions afin de bâtir les capacités et de bâtir la communauté à Claresholm et aux alentours. CCIS m'a introduit au réseau de services d'immigration. J'ai découvert la compétence culturelle en tant que conseil pour la première fois et j'ai pu ramener cela au temps Claresholm. CCIS a créé un coordinateur dans la diversité afin de mettre en œuvre le modèle de welcoming. Et ensemble, nous avons pu faire des entrevues et embaucher les postes qui étaient vacants. Pour voir les postes vacants. Voilà de quoi on a l'air, les nouveaux membres de la collectivité, des résidents de longue date, des élus, des travailleurs en matière d'établissement. Ce sont l'écosystème de Welcoming Claresholm. Soutenir les affaires et le marché du travail, de faire croître notre collectivité avec des nouvelles jeunes familles et là qu'on a trouvé des points communs.
Maintenant, à Medicine Hat, c'est un pilier clé pour notre stratégie de développement économique. Nous nous attirons des investissements, nous créons des occasions d'emploi et je crois fermement entre les liens entre les services d'établissement et le développement économique. Medicine Hat doit attirer de nouvelles jeunes familles afin de rester prospères. Afin de ce faire, nous travaillons avec le volet du renouvellement rural de l'Alberta. Nous adoptons une approche régionale avec la ville de Redcliffe, Old Island et aussi Medicine Hat. Nous sommes une collectivité dévouée du volet de renouvellement rural de l'Alberta. Le sud-ouest de l'Alberta représente une façon de soutenir nos collectivités, nos économies et de sauter sur les occasions telles que le volet de renouvellement rural de l'Alberta. Nous travaillons étroitement avec 5 agences de services d'immigration et nous essayons d'avoir un programme transparent avec une grande intégrité et beaucoup de transparence. Alors, comment en arriver là? Comment sommes-nous arrivés là? Eh bien, il s'agit d'un parcours, la gouvernance, la collaboration, la préparation, le lancement, et aussi un comité consultatif d'élus et de décideurs politiques. Les petites collectivités n'ont pas toujours la capacité de commencer ces nouveaux programmes seuls, donc avoir des partenariats est vraiment essentiel et devient un avantage. Trouver les personnes qui veulent collaborer. Ça peut prendre du temps pour trouver les bons partenaires à la table et les bonnes organisations afin de promouvoir la collaboration, mais je crois qu'il faut être patient, essayer de chercher des champions dans des autres organisations. SAMI travaille avec les partenariats locaux d'immigration, les services de mentorat, les organisations interculturelles, le développement communautaire et les autres agences telles que Brooke et Immigrant Services. Nous avons pris notre temps pour bien planifier et concevoir un programme régional qui prend en compte toutes les parties prenantes. Un réseau d'organisations et d'administrateurs et un cadre. Et nous sommes très fiers de ce mécanisme à boucle fermée où nous pouvons recueillir nous devons recueillir la rétroaction. Nous travaillons avec toutes les parties prenantes, le gouvernement, la main-d'œuvre et les autres intervenants dans l'espace de l'immigration. Il y a un collège qui aussi ont été à la table. Ils avaient des préoccupations. Nous avons pris le temps de faire des consultations, de les écouter avant de lancer le programme. Comme je l'ai dit, la transparence et l'intégrité sont des valeurs clés de notre projet. Nous avons des consultants en matière d'immigration et nous avons aussi établi des systèmes de vérification et d'équilibre. Par exemple, un minimum salarial, des consultations chez les employeurs, un mémorandum de compréhension et aussi d'autres consultations continues avec plusieurs groupes. Tandis que les choses évoluent, le SAMI aussi va le faire. Nous allons continuer sans cesse d'évoluer. Et regardez notre photo. Voici mon ami Sleepy et les INSA qui sont assis là-bas. Sidiki, ce sont nos coordinateurs pour les partenariats de l'immigration locale à Medicine Hat. Et il est avec aussi un autre coordinateur dans la ville de Medicine Hat. Et nous sommes en partenariat avec une association interculturelle afin de faire un lien avec les résidents de 2024 pour célébrer la fête du Canada. J'espère que vous avez trouvé des renseignements très utiles, que je vous ai motivé et j'aime beaucoup travailler avec le gouvernement local ainsi qu'avec les services d'établissement. Nous avons tous notre propre version de la clôture. Si nous nous respectons, nous cherchons à trouver un terrain commun, je pense qu'on peut faire d'excellentes choses ensemble. Merci. Ensuite, nous avons Karen Cumberland du Centre canadien pour la toxicomanie et les substances. Hello everyone. Bonjour à tous, je suis Karen et je suis avec le Centre canadien pour la toxicomanie et l'utilisation des substances. Je suis ravie d'être ici cette semaine et en répondant aux questions ici, comment entrer en partenariat? Pour moi, je dirais, si je devais vous montrer une carte, nous sommes au début de notre cheminement et nous voulons apprendre comment mieux faire des partenariats avec vous et rendre notre travail
pertinents aux vôtres. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de mon organisation et j'espère que vous allez pouvoir trouver des domaines de connectivité. Mais avant de faire, j'aimerais poser ma question de base. Combien d'entre vous avez déjà entendu parler du CCDUS, Centre canadien d'indépendance et de l'usage des substances? Bon, d'accord, je peux rentrer chez moi, j'ai fait mon travail. Non, je suis vraiment ravie d'entendre que vous connaissez notre centre. Ça veut dire que j'ai besoin d'en faire un peu moins. Alors, je vais parcourir le contexte de notre centre et peut-être qu'on pourra approfondir nos connectivités et nos liens. Voici une photo qui a été créée par une organisation, par un atelier que nous avions fait. Nous avons exploré nos procédures afin d'intégrer une approche axée sur la distinction dans tous nos travaux. Et nous reconnaissons respectueusement que les agents, que nos bureaux sont situés sur les du CCDUS sont situés sur le territoire des Algonquins. En tant qu'association nationale, nous travaillons sur les territoires traditionnels de plusieurs nations, incluant les Métis et les Inuits. En tant que Canadienne, je suis mère de 2 enfants métis qui sont formidables, mais je suis aussi la petite enfant de mon grand-père qui a sauté sur un bateau à 12 ans avec seulement 12 $ dans sa poche. Il est venu ici de l'Écosse pour se faire une meilleure vie. Mes grands-parents ont venu ici pour lutter contre le génocide. Ils ont fui le génocide et la terreur et ils ont essayé de créer une meilleure vie. Ce matin, je me souviens que nous avions eu quelqu'un qui a fait un résumé de l'atelier. Elle aussi a grandi en Alberta, sur les territoires traditionnels autochtones, mais aussi elle était de patrimoine mixte. Je mentionne cela car tous les jours, j'essaye de devenir une modèle pour mes enfants. Et dans le travail que nous faisons, la diversité doit circuler en nous, mais aussi autour de nous. Donc, c'était inspirant pour moi d'être dans cette salle aujourd'hui, hier, et de ressentir l'intensité de tout ce que vous faites. Alors, commençons un petit peu avec le CCDUS. Il a été créé par la loi du Parlement en 1988 et l'objectif était de fournir un leadership national sur l'utilisation de substances. Nous essayons de changer les vies en rassemblant les connaissances et les personnes et de faire des partenariats avec... Nous avons plusieurs partenariats publics et privés et d'autres organisations pour améliorer la santé liée à l'utilisation de substances. En tant qu'organisme à but non lucratif national, nous essayons de favoriser une société canadienne plus saine avec accès sur les preuves et la science. Et nous sommes aussi dirigés par la compassion. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de créer des solutions quant à l'utilisation des substances en 3 volets clés. Nous sommes préparés à desservir les communautés de par le pays et de combler les écarts entre ce que nous faisons. Nous essayons d'accélérer cette lacune. Comme vous le savez, cela peut prendre beaucoup de temps avant qu'on puisse mettre en œuvre nos stratégies. Voici nos exigences fondamentales. La plupart de nos équipes dans le CCDUS, travaille sur l'un des 5 volets. Premièrement, c'est celui où je suis responsable, ça s'appelle les collectivités convenables. Et c'est parce que CCDUS est comme un rassembleur et nous essayons de favoriser la collaboration, de bâtir une compréhension des enjeux propres aux collectivités et ensemble de concevoir des stratégies et d'amener notre réponse. Une autre s'appelle les données en tant que pouvoir. Je suis impliquée beaucoup dans ce volet de travail. Par l'entremise de ce volet, le CCDUS crée une base de données nationale sur les signes précoces de l'utilisation des substances qui est basée sur les preuves et aussi d'utiliser des bases de données existantes et de fournir le contexte nécessaire pour les décideurs politiques. Et nous voulons ici être en partenariat avec vous pour mieux comprendre les histoires qui sont intégrées dans vos données qui peuvent nous aider à mieux travailler avec vous et aussi comment
bonifier votre processus de collecte de données. Un autre volet s'appelle la prévention et ce volet-là vise à adresser des questions liées à l'utilisation de substances, de psychoactifs. Nous nous concentrons sur l'alcool et le cannabis. L'objectif est de s'assurer que les personnes qui vivent au Canada puissent vivre le moins de méfaits possible. Autre volet, responsabilité. Cela est dirigé par les collectivités qui sont les plus impactées et les prestataires de soins de service. Les activités de ce volet vont expliquer l'équitabilité et l'accessibilité de plusieurs services et ce volet cherche à bâtir des collaborations dans tout le secteur de la santé, dans tout le secteur, surtout dans les services non particuliers, les services d'urgence, les services de soins de santé mentale et autres. Et finalement, innovation et pratiques novatrices. Ce volet se concentre sur le développement de pratiques afin de renforcer la formation et les services de soutien dans plusieurs contextes. Voici les priorités nationales du CCDUS. Chaque volet va personnaliser leurs travaux et je pense que vous pouvez voir différents thèmes qui puissent être liés à votre travail de tous les jours. Les décideurs politiques savent qu'ils peuvent se fier au CCDUS afin d'avoir le pouls sur les tendances nationales. Le travail va au-delà de la recherche. Nous pouvons expliquer le pourquoi tout en étant impartial et se concentrant sur la qualité. Voici ici quelques initiatives phares du CCDUS, non seulement au niveau national, mais aussi à l'international. Certaines initiatives, vous les connaissez peut-être déjà. Nous avons une ligne directrice qui s'appelle maintenant le repère canadien sur l'alcool et la santé, les RCS, qui souvent figurent parmi les débats nationaux et internationaux. Si vous êtes curieux par rapport à votre consommation d'alcool et que vous essayez de réduire, eh bien, vous pouvez visiter ce site. Et nous soulignons aussi les risques liés à la consommation de substances. Vous voyez aussi les coûts et méfaits d'usage de substances au Canada, une recherche où une nouvelle version sera publiée en 2025. Il s'agit d'une étude extrêmement complète qui a duré 30 ans, qui a beaucoup évolué au fur et à mesure que le temps avançait, qui nous aide à comprendre la façon dont certaines substances impactent la productivité des personnes et impactent l'activité économique. Ensuite, les compétences pour les intervenants, les CPI, peut être très pertinent pour votre travail. Il s'agit de compétences techniques et comportementales qui peuvent être utilisées par les prestataires de services pour continuer de renforcer leur productivité. Les spécialistes et les communautés. Alors, je vais me concentrer sur le travail avec les communautés autochtones. Nous élaborons des relations avec les communautés et les organisations autochtones partout au pays pour assurer que leur voix puisse être soulignée. Nous travaillons de pair avec nos partenaires pour créer une réconciliation significative et offrir au personnel l'opportunité de réfléchir et identifier des actions pour la réconciliation au sein de l'organisation et dans leur vie propre. Alors, j'aimerais bien pouvoir travailler davantage là-dessus avec les organisations comme la vôtre. Alors, nos plans sont informés par les intervenants et le travail est fait par un partenariat significatif et de la collaboration. Nous sommes connectés partout au pays pour identifier et pour agir sur les tendances et pour générer des preuves pour les politiques et offrir des outils et l'information qui reflètent les besoins des communautés. La voix des personnes ayant une expérience de vie est unique et vitale. Personne d'autre ne peut parler de manière aussi réfléchie de leurs expériences de la consommation de substances psychoactives et de la toxicomanie et de l'effet que ça a sur la vie et la vie des gens dans les alentours. Nous incluons les participants de personnes ayant vécu une expérience dans la planification, la mise en œuvre de l'évaluation des programmes, des politiques, des services et des aides, afin de garantir une approche centrée sur la personne et qui répond à ses besoins.
communautés reparties partout au Canada. Nous réunissons des leaders, des experts traditionnels et non traditionnels des secteurs et leurs communautés pour explorer les différences régionales et les cultures intenses et aborder les crises de consommation de substances un peu partout au Canada. Nous les réunissons pour nous assurer que des solutions. Encore une fois, voilà la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Il s'agit de soutenir les réalités locales. Le CCDUS est reconnu pour sa capacité à rassembler les secteurs, les communautés et les domaines politiques afin de promouvoir la communauté des connaissances en offrant un espace impartial de discussion et de collaboration. À une époque où le discours politique et public sur la question de la toxicomanie est fragmenté, ce pouvoir de rassemblement est essentiel pour aller de l'avant. C'est pourquoi nous jouons un rôle vital dans l'écosystème et nous sommes prêts à faire plus. En complémentant de nos travaux scientifiques et techniques, nous intégrons des solutions et des priorités communautaires inspirées par différentes communautés partout au pays. Cela veut dire que le travail représentatif des réalités vécues et peut avoir des applications tangibles. Nous nous engageons à travailler avec les communautés marginalisées, en particulier les communautés autochtones, dans le cadre de la recherche, des discussions, de la politique, de la diffusion des connaissances et de l'élaboration des programmes. Voilà les événements récents ici sur l'alcool et aussi sur le cannabis. Je serai heureuse de parler avec vous davantage sur ces activités dans les jours à venir pour que vous puissiez mieux comprendre quelles sont les prochaines étapes vis-à-vis de ces efforts. Je partage avec vous l'événement du sommet de Timmins, pas loin de Hearst, 3 heures de Hearst, pas loin. En septembre, on a réuni les maires et d'autres élus de la ville, des petites villes et de moyenne taille, de 50 et 150 000 personnes. Nous avons réuni ces gens, ces spécialistes de la santé publique et des représentants de l'industrie des ressources naturelles, des fournisseurs de services et d'autres personnes. Et par le biais de ce processus, nous venons tout juste de commencer. Nous avons ce groupe et on va les amener à Lethbridge, en Alberta, en avril. Et je serai heureuse de contacter ou de parler avec vous. Et nous voulons avoir un guide pan-canadien d'approche et de solutions pouvant être adaptées aux régions locales. Dernière diapositive. Bon, une petite promotion, mais c'est aussi pour vous accueillir. Tous ceux qui veulent soumettre des abstraits ou qui veulent participer à notre conférence nationale qui s'appelle « Des questions de substance ». Ça va avoir lieu durant ce temps de l'année prochaine à Halifax. Et il y a beaucoup de gens qui représentent la côte Est ici. Moi aussi, je viens de l'Est. Nous aimerions vous voir là, voir votre recherche là, et nous aimerions que vous puissiez participer à cette opportunité. Cet événement biannuel, c'est la seule conférence annuelle du Canada qui rassemble les professionnels de la santé, les chercheurs, les décideurs, les intervenants de la connaissance et les gens ayant un vécu direct ou indirect avec la consommation de substances au Canada. Alors, je termine en remerciant Melanie Bailey, qui était au comité de la programmation. Je ne crois pas qu'elle est là cette semaine, mais c'est elle qui a donné mon nom. Mélanie et moi, nous avons fait du bon travail à l'île du Prince-Édouard. Elle représente les services d'immigration et des réfugiés, l'Alliance. Et c'est une championne, là, qui est dans le Canada, au Canada rural, éloigné, pour faire avancer vos priorités. Je suis reconnaissante envers elle et qu'elle m'a présenté pour tout cela. Et je vous encourage à me contacter. Je vais vous mettre en contact avec les membres de mon équipe. Merci pour votre temps et j'attends avec impatience de pouvoir parler avec le panel. Merci beaucoup. Alors, questions Slido, on va les afficher. Alors, nous allons rentrer dans le vif tout de suite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Première question. Vu l'impact de la toxicomanie, est-ce que la CCSA soutient la décriminalisation de toute l'utilisation de drogue? Bon, ça pourrait aider à réduire les interactions entre la police et les nouveaux arrivants. Est-ce que vous pouvez parler là-dessus? Oui, on voulait donc parler de ces choses, non? Bon, ça sera un petit peu plus compliqué pour aujourd'hui.
Alors, on va sauter à la question de Anthony. Est-ce que votre modèle pourrait fonctionner dans des communautés plus importantes? Ça semble être très efficace. Et vous l'avez en français, mais je vais donc ne pas parler avec mon accent fort. Alors, Anthony, est-ce que vous voulez commenter? Est-ce que notre modèle fonctionnerait dans les grandes communautés? C'est une excellente question. On n'a pas vraiment vu de modèle semblable ailleurs, peut-être des petits parallèles ici et là. Mais en gros, notre modèle est né de notre débrouillardise à œuvrer dans l'environnement particulier où on est, où il y a moins de services disponibles, où on est francophone en situation minoritaire, là où on est rural aussi, loin des grands centres. Donc, notre modèle est un peu né de ça et il a fallu avoir des structures flexibles et puis des personnes motivées aussi. Je suis chanceux, moi, de travailler avec des gens motivés autour de moi. C'est un gros luxe. Mais pour répondre à la question, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas l'essayer, se dire, gardez la flexibilité, voir qu'est-ce qui fonctionne dans votre environnement. L'environnement dans lequel on travaille n'est pas pareil comme le vôtre probablement, mais vous pouvez l'essayer. Puis si vous avez des questions à propos de notre modèle, envoyez-moi un message ou venez me voir. Merci. Merci. Karen, c'est une question pour vous. Dans la salle, vous avez beaucoup de gens représentés, des gens ayant des connexions. Alors, d'un point de vue de mobilisation, comment pouvons-nous mieux soutenir ce travail? Bon, très bonne question, très pertinente à ce que nous abordons aujourd'hui. Eh bien, il est important de commencer la conversation. Nous faisons beaucoup dans plusieurs zones. Nous avons des comités nationaux, là où on pourrait accueillir la participation et la voix de cette communauté. Tout ce que j'ai mentionné aujourd'hui pourrait vraiment être soutenu par cette participation. Au niveau local, nous avons un réseau qui s'appelle Sendu, là où nous avons des organisations qui font la collecte de données au niveau local. Il n'y a pas encore une participation de ces données des organisations d'établissements locaux. Alors, on peut passer du local jusqu'au national. Bon, on a parlé des gens ayant vécu, on a aussi le collectif. On pourrait certainement avoir votre participation là-dessus. Quand il s'agit de alcool et cannabis, nous avons des comités et des opportunités là où vous pouvez participer. Mais nous avons constamment des tables rondes et des discussions. Alors, dites-nous si ça vous intéresse et on peut en parler. Brady, voilà une question, ce qui ne me surprend pas. Vous travaillez dans plusieurs municipalités, dans différentes économies. Et plusieurs d'entre nous, on pense à comment on peut mieux travailler avec les employeurs. J'aimerais bien entendre quel était le message le plus efficace pour obtenir l'acceptation de l'employeur. Quand le projet pilote du Nord était en marche, bon, il y avait beaucoup de publicité. Et on n'a pas dû travailler trop fort parce que tout le monde était prêt à accepter. À Medicine Hat, on accuse 18 mois de retard comparé aux autres. On avait 120 employeurs qui se sont inscrits dans les 2 premières semaines dans la région de Medicine Hat. Alors, le message a été transmis aux employeurs grâce à la main-d'œuvre, des gens temporaires. C'était eux qui représentaient les moteurs pour avoir ces connexions avec les employeurs. Des stratégies, eh bien, on avait donc des séances de base, des séances d'information. Et j'étais surpris, bon, il y avait tellement d'idées fausses, que tous les nouveaux arrivants ont de soutien social ou un soutien financier. Et en parlant des locaux, avec les locaux, on savait qu'il fallait avoir plus, qu'il fallait avoir l'immigration économique, et pour expliquer comment les choses se passent. Et voilà comment les programmes de nomination fonctionnent. Voilà qu'est-ce qui se passe avec ce programme. Et voilà les exigences qu'il faut avoir. Bon, ce n'était pas de la magie, mais il s'agissait tout simplement d'instruire les gens. Bon, cela résonne certainement avec ce que nous avons entendu pendant que nous avions fait du travail au pays. Une question qui a été posée plus tôt, j'aimerais bien, si vous pouvez commenter, parce que c'était sur le modèle TEE et les autres modèles que nous avons vus au pays. Pouvez-vous commenter là-dessus, s'il vous plaît? Je comparais notre service par rapport aux services que je côtoie et que je connais en Colombie-Britannique. Donc des services où les familles, peut-être que notre réalité est complètement différente en milieu minoritaire. La réalité qu'on a, le type de réfugiés que nous accueillons, le type d'immigrants que nous accueillons,
Donc, ce n'était pas du tout pour diminuer les autres services du tout, c'est juste qu'on s'adapte vraiment à la demande et aux besoins de nos familles. Donc, je serais très ravie de parler avec des gens qui ont ce genre de situation dans une autre province, en milieu minoritaire, francophone en milieu minoritaire, pour comparer justement, puis se donner des bonnes idées et des partages de ressources. Merci. Okay. Thank you. And Alors, on s'apprête à la fin. On s'apprête à arriver à la fin. Alors, juste pour conclure, et j'utilise mon privilège comme modératrice. Bon, ça a été une merveilleuse conversation. Merci beaucoup d'avoir partagé ce travail, chers panélistes. Nous notons tous que, bon, nous allons aller voir Medicine Hat pour voir si on peut y vivre. Et on sait que Hearst, ils ont une équipe de marketing formidable. Mais j'aimerais bien poser la question aux panélistes. Comme conclusion, si vous avez un souhait, pour ce qu'on devrait noter, les leçons tirées de la leçon, quel serait donc votre message? Collaboration, et je pense que je vais renforcer, il faut renforcer notre capacité à travailler ensemble. Donc, en Colombie-Britannique, on a des beaux partenaires francophones, anglophones, je pourrais les nommer, mais ça prendrait beaucoup de temps, mais je pense que c'est de renforcer notre capacité pour soutenir finalement toutes ces familles qui arrivent et pour rendre notre espace beaucoup plus bienveillant. Merci. thank you. Merci pour la réponse. Je dirais quelque chose de semblable. Moi aussi, en gros, là, on est ici pour parler de partenariat, de collaboration. Le truc que je dirais, c'est aller voir les partenaires communautaires, aller voir les agences, aller chez eux, cogner, discuter avec les gens qui sont là. Il y a toujours des surprises. Parfois, on apprend, premièrement, qui fait quoi. Ça, c'est important d'être au courant le plus possible de quelle organisation, quel mandat. Mais des fois, on va se rendre compte que juste en discutant avec quelqu'un, on va régler un petit problème, un petit pépin très facilement. Puis c'est quelque chose qu'on constate souvent quand on fait des consultations. Nous-mêmes, on a la chance de réunir des acteurs clés dans divers domaines. Et puis, juste le fait de réunir les gens ensemble avant la présentation, ils jasent un petit peu, ils disent « Ah, toi, tu fais ça? Ah, OK, ben tu pourrais-tu m'aider avec ça? Ah, ben ça, ici, j'ai de la difficulté avec ça. Ben oui, c'est Julie là-bas qui s'occupe de ça et des choses comme ça. » Donc, allez voir les gens et ouvrez la conversation. Merci. Bon, leçon tirée. Respectez là où les gens en sont. Alors, différentes organisations, des cultures différentes, et même les gens qui sont au sein de l'organisation auront des attitudes différentes. Une des erreurs, un des défis auxquels nous avons fait face, c'était qu'on voulait tout formaliser pour que ça soit officiel, d'avoir des motions, des mandats, pour ne pas avoir un procès-verbal, des programmes. Écoutez, je songeais au comité au début. Quand on avait commencé, on avait 20 ou 30 membres. Mais c'était ces programmes, le procès-verbal, mandat, le débat. Bon, est-ce que c'est pour les nouveaux arrivants, les nouveaux résidents ou seulement les autres? Et après quelques mois, on avait seulement 5 membres. Bon, et ensuite, on avait vu qu'il n'y avait plus de nouveaux arrivants dans la salle. Alors, on devait retourner à une approche informelle, avoir des barbecues, de se présenter à des événements locaux ensemble, de se présenter comme bénévole. De voir là où les gens en sont, n'est-ce pas? Hein? Karen, pour terminer. Ce que nous devrions souligner, c'est que, s'il y avait de bonnes intentions de terminer à la fin, après que ces gens ont représenté des secteurs tellement importants, nous voulions montrer que nous reconnaissons qu'il n'y a personne qui peut faire tout ça dans l'économie, dans l'éducation, si les gens ne se portent pas bien. Alors, je vous laisse avec un mot. Bon, il s'agit d'un désir de l'organisation, de toutes les organisations du domaine, de mieux comprendre les récits qui sont inclus dans le travail que vous faites. Comment les gens vont, quels sont leurs besoins. On sait que les gens consomment les substances de façon différente. Dans différentes cultures, on en parle de façon différente. Nous avons besoin de vous pour que vous nous expliquiez cela. Comme ça, on peut travailler avec vous et vous respecter là où vous en êtes. Alors, c'est la dernière chose que j'aimerais dire. Venez nous raconter votre histoire. Alors, il s'agit d'un appel pour repenser à l'univers et qui est là et comment travailler ensemble. Merci beaucoup de votre temps. Applaudissons les panélistes. Merci. Et profitez bien de l'après-midi.